Ciao. Salut, on se retrouve pour le tout premier épisode de À l'assaut des assos et on va sur le plus grand port à sec d'Europe pour rejoindre l'expédition bleue. Perfect. Let's go. Non, il aimerait un café parce qu'il a un vélo électrique et que moi j'étais sous la chaleur, donc il m'a tiré avec son vélo électrique, c'est ça qu'il voulait dire. Du coup, je vous ai ramené un Finlandais. Je sais pas ce qu'il fait exactement, mais il m'a bien aidé. Merde. Ouais, mais je fais normal, une caméra grand angle et une caméra pour stream. Je m'appelle Théophile, je fais partie du coup de l'association L'Expédition Bleue, on est 4 sur cette association. Les autres équipiers sont Vincent, donc lui il s'occupe plus du pôle travaux, Aurélia qui sera la capitaine du projet et qui s'occupe du coup du côté navigation, et Thibaut qui est le scientifique, donc lui il va s'occuper plutôt de l'aspect science, des prélèvements et des modèles qui en découlent. Moi je m'occupe plus du pôle écologie sur le projet. Et c'est un tour du monde pour lequel on aimerait contribuer à la recherche océanographique sur la pollution des mers et des océans par le plastique. Donc pour ça on va faire des prélèvements de plastique en surface avec des filets manta. On va aussi faire de la caractérisation de déchets sur les plages qu'on parcourra autour du monde. Et on se servira de ces deux supports-là pour faire de la sensibilisation, de la médiation dans les divers endroits où on ira. Le filet manta est un filet qui flotte à la surface de l'eau avec des mailles très fines qui vont permettre de récolter soit des microplastiques ou du plancton. Son nom vient du fait qu'il peut faire penser à une raie manta. L'expédition bleue a créé son propre filet pour faire des prélèvements d'hystoplancton, c'est-à-dire des œufs et de larves de poissons. Ils sont également en collaboration avec Astrolabe Expédition, qui est une association qui permet de former des skippers, équipiers, à l'utilisation de kits scientifiques tels que Sens Océan, qui permet de tester la température et la salinité du milieu, ou encore Ketos, qui permet le recensement acoustique des cétacés. Et ces deux kits seront utilisés par nos 4 aventuriers durant toute l'expédition. Ça tourne. Ça tourne. Donc là on fait notre premier essai d'écoute d'odontocète. Les odontocètes, c'est quand on ne sait pas faire la différence entre un dauphin et une baleine. On peut utiliser ce mot-là. Il est un peu dur à apprendre, mais il n'y en a qu'un à apprendre. Bon, là pour l'instant on entend surtout un odontocète de type moteur. Mais pour l'instant on suit le parcours on va dire classique d'un plaisancier qui fait le tour du monde. C'est un parcours qui permet de s'aligner sur les conditions météorologiques, donc d'avoir des vents qui sont favorables pour les grandes traversées, d'éviter les cyclones et aussi d'éviter toutes les zones de piraterie qui existent encore qui sont vraiment problématiques pour les plaisanciers. Donc nous on partira de Méditerranée, de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Une des premières étapes ce sera de sortir de la Méditerranée en passant par Gibraltar. Après on passera par les Canaries, le Cap-Vert, puis une transatlantique. Après on reste dans les Caraïbes, dans la mer des Caraïbes pendant 6 mois. On traverse le canal de Panama pour après redescendre légèrement le long de l'Amérique latine en décrochant au sud de la Colombie pour aller direction les Galapagos. Traverse l'océan Pacifique jusqu'à rejoindre l'énorme archipel de plein d'îles qui est au début donc les îles Société, Fidji, Tonga, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon, pour remonter en Indonésie. Donc là aussi il y a 6 bons mois à passer dans toutes ces archipels-là. On traverse après l'océan Indien, Réunion, île de la Réunion, Madagascar, Afrique du Sud. Et après, on retraverse l'Atlantique en remontant par le Brésil, les Açores, et on rentre en France sur la côte atlantique plutôt. On a entrepris plusieurs choses donc sur les divers volets de l'association.
On est en contact avec les petits débrouillards pour tout ce qui est pédagogie. On commence à trouver des établissements dans lesquels on pourrait appliquer le programme pédagogique que l'on a élaboré avec eux. Et puis de commencer à sensibiliser les personnes sur la problématique de la pollution par les plastiques. C'est vrai que c'est une problématique qui a un éclairage médiatique qui est déjà bien présent. La plupart des personnes sont au courant qu'il y a un problème de pollution des mers et océans avec ça, mais toujours l'occasion de contextualiser peut-être cette problématique. Par exemple, ici, on est en Camargue, donc de montrer que la Méditerranée, c'est une des mers les plus polluées du monde, qu'il y a des concentrations de plastique qui sont équivalentes à celles des fameux continents de plastique dont on entend parler. Et voilà, essayer de montrer que c'est un problème qui est aussi présent ici, de le contextualiser, de montrer peut-être aussi avec les élevages de moules et d'huîtres. C'est un mollusque qui va vachement filtrer l'eau et donc qui va retenir beaucoup de plastique. Donc ça fait partie des choses, en mangeant, on va manger sa dose de plastique en même temps. Et voilà, essayer d'impliquer les personnes sur ce sujet. Et oui, d'après WWF, on ingère en moyenne 5 grammes de plastique par semaine. C'est l'équivalent d'une carte de crédit, on va dire. Mais pour en revenir à l'expédition, lorsque j'ai rejoint l'équipage, ils étaient en plein travaux. 4 jours par semaine environ, et ça faisait 2 ans et demi qu'ils étaient sur ce voilier en train de le retaper. Une anecdote qui est peut-être à la fois la meilleure et la pire. Vraiment le moment où on a refait la structure du voilier, où c'était des travaux qui étaient hyper intenses, parce que donc c'était avec les meuleuses, donc 3 meuleuses, c'est des instruments qui font beaucoup de bruit, qui sont dangereux en plus, et qui sont très efficaces, mais voilà, qui ont aussi leurs inconvénients. Et donc on était 3 là-dedans à poncer, à faire de la poussière sur des horaires pas possibles, de 8h le matin à 4h du soir, enfin de la nuit. Et donc ça c'était vraiment des moments qui étaient hyper éprouvants physiquement et qui étaient hyper intenses. Mais en même temps c'était vraiment l'épreuve à traverser, quoi. Après tu ressors, ça gratte, il pleuvait dehors, on dormait dans les sacs de couchage, dans le camion, il faisait hyper chaud, il y avait les moustiques, il y a tout qui te grattait parce que tu as de la fibre de verre plein la peau. Et tu dors 3 heures, tu te réveilles, tu vas chercher les pains au chocolat pour tout le monde, y compris François, un professionnel là, qui nous aidait pour cette étape-là. J'ai pu assister un petit peu à ces travaux durant une après-midi, passer la nuit à bord au port à sec, et puis aller chercher les pains au chocolat le lendemain matin. Ça y est, c'est parti. Ah, et tout en haut, ça doit être quelque chose, hein. Donc on est devant le bateau. Le bateau il s'appelle Wishblick. C'est un bateau assez vieux, 1985, de la marque Jeannot, et qui fait 14 mètres. Et un bateau qui est connu pour être plutôt solide en termes de comportement marin. Donc le bateau qu'on a choisi pour faire ce tour du monde. C'est un projet qu'on finance tout nous-mêmes là, sur la rénovation du bateau. Et après, c'est vrai qu'il faudra assumer les frais liés à l'échantillonnage. Donc le filet, le fait d'envoyer les échantillons, etc. Et aussi la vie de l'équipage pendant 2 ans. Donc c'est des frais importants qui seront engagés. Pour les soutenir, il est possible d'adhérer à l'association à prix libre, et ce depuis leur site internet, ou encore de faire un don, toujours à prix libre, ou suivre leurs aventures depuis leurs réseaux sociaux, les encourager, leur donner de la motivation. Et ils sont actuellement en direction des Canaries avant de faire leur première transatlantique. Si. Salut. Salut Julia. Salut. Alors, comment ça se passe, Aurélia, là, depuis le départ, les premiers miles? Alors, le départ de la Grande Motte s'est plutôt bien passé, du coup, fin décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'était d'abord entraînés un bon mois en Méditerranée. Et les conditions étaient vraiment assez sportives et assez difficiles. Donc, en fait, on avait déjà eu le temps de prendre en main le bateau et d'être assez rodés sur des manœuvres classiques qu'on a à faire sur un bateau. Et après, comme pour tout, il y a toujours cette phase de découverte de sensations à la barre, du son des voiles, de l'écoulement de l'eau, enfin, toutes ces premières découvertes. Mais finalement, je trouve qu'on a réussi à pas mal progresser assez rapidement. Trop bien, ça va, tes 3 coéquipiers, ils tiennent le cap? Ouais, franchement, je suis assez surprise.
étonnamment surprise de la vitesse à laquelle ils ont pris en main le bateau. Et donc voilà, moi j'arrive à dormir maintenant en les laissant à la barre toutes sereines, donc c'est qu'ils sont bons. Trop bien, trop fort. Et depuis que je suis partie, bon, moi je vous ai vu à la fin de vos travaux. Comment ça s'est passé là, les derniers travaux avant la mise à l'eau, Vincent? Ça a été un peu la course, hein, mais bon, ça, on le savait. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a réussi à faire à peu près tout ce qu'on voulait. Et puis là, surtout, la super bonne surprise, c'est que le bateau marche super bien. On n'a pas eu de gros soucis par rapport à tout ce qu'on a fait. Il flotte, ouais. Ouais, il flotte. Déjà, il flottait. Ça, c'est le premier truc. Quand il descend de la grue, tu n'es pas trop serein quand même. C'est vrai que ça touche l'eau, là, tu espères qu'il s'arrête. Il s'arrête de descendre au bout d'un moment, tu vas dedans et là, il n'y a pas d'eau qui est rentrée. Donc ça, c'est quand même bien. Et puis après, on a fait quelques essais. Et puis après, assez vite, on est allé se promener un peu partout jusqu'en Corse. Et, Trop bien. sur les navigations, où on pouvait tester un petit peu tout le matériel. Et donc pour l'instant, on n'a pas eu de gros soucis. Des petits réglages, on va dire, plutôt. Mais rien de gênant. Et donc ça, c'était une super bonne surprise, quoi. Trop bien. Et du coup, Thibaut, j'ai vu que vous avez commencé certains programmes de sciences, tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour le moment? Vous avez fait des échantillonnages? Alors tout à fait, on a fait échantillonnage et prélèvement. Là encore, depuis la mise à l'eau, on peaufine les protocoles, parce qu'en gros, il faut quand même les adapter au bateau. Pour l'un d'entre eux, il y a encore quelques petits soucis avec des composants électroniques, mais pour les trois autres, tout fonctionne très bien, c'est en place. Autant les prélèvements de microplastiques que du phytoplancton et que les recensements des cétacés. Donc c'est plutôt positif. Dans le même temps, en plus, on a pu commencer à réaliser les programmes pédagogiques avec les ateliers pédagogiques avec les élèves. Donc la partie scientifique sert de support à la partie pédagogique. Donc pour l'instant, tout va bien. Et petite question pour toi, Théophile. J'ai vu que vous êtes passé en Espagne, tout ça. Vous avez pu, quelles initiatives environnementales vous avez déjà pu réaliser depuis le départ? Oui, alors en partant de France, on s'était dit que ça pourrait être sympa de recenser différentes initiatives en faveur de l'environnement qu'on pouvait trouver sur notre passage. Donc on s'est dit que ça serait l'occasion de faire une petite série vachement positive qui permettrait, et d'une part, de mettre en valeur les initiatives des collectivités publiques, d'entreprises qui créent des solutions innovantes ou de citoyens engagés. Par exemple, alors pour faire un petit avant-goût des épisodes qui vont arriver, on a vu des poubelles flottantes dans les ports. On a vu dans certaines villes le recyclage au même titre qu'on peut avoir le verre ou les emballages chez nous d'huiles alimentaires qui permettent de faire du savon et du carburant à partir d'huile de friture ou d'huile de bocaux de conserve usagés. On a rencontré des jeunes qui font du sport et qui ramassent des déchets en courant. Voilà, donc plein de petites initiatives très différentes d'un endroit à l'autre, mais qui sont toutes hyper sympas et hyper prometteuses. Trop bien. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape là? Eh ben, le Cap-Vert, on devrait normalement partir d'ici le milieu de la semaine prochaine. Et c'est une navigation qui va être assez longue puisqu'il y a près de 900 000 nautiques. Donc ça va prendre une petite dizaine de jours. Trop bien. Vous êtes prêts? Ça y est, vous vous sentez prêts? Il y en a pour qui c'est la première Transat? Tout le monde, hein. Déjà là, pour venir aux Canaries, en fait, on a mis 7-8 jours. Et c'était de loin la plus longue navigation que tout le monde ait faite sur le bateau. Chapeau. Voilà, on apprend au fur et à mesure. Et non, c'est chouette. Ça me fait trop plaisir de vous voir à l'eau, de voir le bateau tout haut. Voilà, n'hésitez pas à suivre un petit peu nos aventures. Et puis à nous encourager aussi, c'est important. Et puis voilà, en espérant que tout aille pour le mieux. Le message sera passé. Très bien. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup. Bon vent. Merci. Allez, merci. Ciao, ciao. Ça dure combien de temps la petite affaire là? 2h30, 3h. Il est maintenant l'heure de mettre la crème solaire et de partir en direction de la prochaine association. Pas se manger au milieu des camions.